Merci. Et juste avant de commencer sur la question des inégalités de l'accès au dépistage, je voudrais signaler l'excellente thèse de Perlante qui a été réalisée au CNAM et soutenue il y a peu de temps, justement sur l'évolution de ces inégalités en comparant une vingtaine de pays africains dans le temps avec les EDS. Et elle a quelques articles déjà publiés, donc ça pourra permettre de répondre à une partie de ces questions-là. Et donc, pour aujourd'hui, effectivement, la question qui est posée, c'est faut-il évaluer les prises de risque avant de proposer un test VIH? Il faut savoir qu'avec, et ça a été bien rappelé hein, par Peter, avec l'augmentation de l'accès au dépistage du VIH, il devient de plus en plus difficile d'atteindre les personnes qui vivent avec le VIH, qui ne connaissent pas leur statut. Et de manière naturelle, on est sur une loi de rendement décroissant. On est aussi dans un contexte de tassement des financements internationaux, ou plutôt de plateau. Et depuis maintenant une demi-douzaine d'années, il y a quand même, c'est instauré la vision du New Public Management chez la plupart des bailleurs internationaux qui cherchent du coup à optimiser leurs ressources et à accroître la performance des fonds utilisés. Et dans ce cadre-là, dans le champ du dépistage, on se rend compte que la performance du dépistage, elle est appréhendée par ce qu'on appelle le rendement. Et en tant que sociologue, pour moi, c'est un terme qui vient plutôt du champ de l'industrie. Mais ce qu'on appelle le rendement, c'est le taux de positivité, c'est-à-dire parmi les personnes dépistées, combien sont dépistées positives. Et donc, on est sur un focus et une priorité qui est donnée à l'identification des nouveaux cas. Alors, en vue aussi d'améliorer le premier 90 et le premier 95. Et pour améliorer en fait ce rendement, l'objectif, ça serait de ne pas dépister des personnes qui sont séronégatives. Donc, on aimerait pré-tester pour savoir qui sont les personnes séropositives ou à risque d'être séropositives pour améliorer ce rendement. Et c'est dans ce cadre-là que se sont développés plusieurs risk-based screening tools. En français, on n'a pas de traduction toujours qui fait consensus, mais des outils d'évaluation des risques. Alors, qu'est-ce qu'un outil d'évaluation des risques? En général, c'est un court questionnaire socio-comportemental. Ça va vous poser des questions sur votre nombre de partenaires sexuels, le sexe de vos partenaires sexuels, un certain nombre d'autres indicateurs. Ça peut être complété par un soignant, par un médecin, par un père éducateur ou une père éducatrice, ou directement par les personnes elles-mêmes. Hier, on a eu un outil de ce type qui nous était présenté, qui était Oops en France, mais qui était plutôt pensé pour le dépistage des IST. Et puis, du coup, on va avoir une liste de critères qui va permettre de calculer un score de risque pour établir un niveau de risque. Alors, vous avez des screening tools comme Oops qui a été présenté hier, qui était plutôt un outil d'accompagnement en fait du soignant pour savoir quels sont les dépistages à proposer. Dans le champ de l'augmentation du rendement du dépistage, c'est un outil qui va servir à savoir s'il faut proposer ou non un dépistage à la personne. Donc c'est une sorte de dépistage du dépistage. Et l'objectif, c'est de réduire les coûts en ne dépistant que celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors, je vais me baser notamment sur une revue systématique de la littérature qui a été réalisée avec l'appui de l'OMS, hein, qui vient d'être publiée le 11 février. Elle inclut 71 études, 30 en Afrique, essentiellement d'Afrique orientale et australe. On manque toujours de travaux en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et du Centre sur ce type de questions-là. 25 en Amérique du Nord, 11 en Europe, 4 en Asie, 1 en Océanie. Premièrement, on a une très grande diversité des cas d'usage sur les outils que l'on va utiliser. Certains sont utilisés dans des cliniques de soins primaires, donc avec du patient tout venant. On va avoir des outils qui ont été mis en place dans des cliniques prénatales ou dans des maternités. On va avoir des approches communautaires. Ça peut être utilisé sur le terrain par des pères éducateurs pour savoir à qui on va proposer ensuite un test rapide. Mais ça peut être aussi utilisé à l'hôpital. Et il y a notamment beaucoup de travaux sur des services, des urgences, par exemple, aux États-Unis. Et donc, ça peut être à destination des homosexuels masculins, des enfants, des femmes, donc différentes situations, et avec aussi des objectifs qui peuvent être différents. En stratégie avancée, en outreach en général, donc là, avec des pères éducateurs, c'est plutôt pour cibler qui va se voir proposer un test de dépistage ou non. Mais on a des situations un peu différentes, par exemple dans des consultations pédiatriques, donc avec des enfants qui auraient échappé au dépistage à la naissance. Et donc là, on va chercher, dans un contexte où d'habitude on ne dépiste pas, se dire est-ce qu'il y a des indications pour proposer un dépistage de rattrapage pour les enfants. Et puis, on a aussi d'autres situations, notamment en Europe, pour identifier parmi les HSH qui viennent consulter, auxquels proposer un test d'infection récente. Donc là, c'est un petit peu différent. C'est pas pour savoir si on dépiste ou pas, c'est de savoir est-ce qu'on fait un dépistage pour savoir si la personne s'est infectée il y a moins de 2 semaines. Alors, tous ces outils n'ont pas fait l'objet de validation externe. Donc, certains sont validés, ont été contrôlés dans un contexte donné pour une population donnée, d'autres ne l'ont pas été.
Et on voit du coup qu'il y a une sensibilité et une spécificité qui est variable pour identifier les personnes à qui on doit proposer un dépistage. Et l'enjeu en particulier, c'est d'éviter qu'il y ait des faux négatifs et qu'il y ait des personnes qui passent à côté d'un dépistage. Ce qui est surtout à retenir, c'est que le fait qu'un outil ait été validé et soit efficace dans un contexte donné ou dans une population donnée n'est absolument pas une garantie qu'il sera aussi valide et efficace dans une autre région, dans une autre population et dans un autre contexte. Et parfois, d'une région à l'autre dans le même pays, l'outil ne sera plus aussi valide ou aussi efficace. Donc, tout dépend comment est-ce qu'ils sont construits, comment ils sont calculés. Ce qui veut dire que si on veut des outils fiables, il va falloir les valider de manière renouvelée à intervalles réguliers. Ce qui est important, c'est que si jamais l'outil est là pour déterminer si on dépiste ou non quelqu'un, il est essentiel d'utiliser des outils validés localement, même si ça peut être compliqué et coûteux. Alors ces outils, ils ont quand même des avantages. Alors ça améliore déjà le taux de positivité, on l'a vu, c'est l'objectif premier pour un certain nombre d'entre eux. Parmi des expériences, notamment chez les HSH en Europe, où on essaye, pour certains, d'estimer si les personnes sont en primo-infection. Donc là, lancer des tests de laboratoire qui sont particulièrement coûteux et complexes, eh bien, certains de ces outils qui permettent de savoir est-ce que, bon, la prise de risque, a priori, elle est un peu ancienne, on fait un dépistage du VIH classique, ou là, il y a peut-être infection depuis seulement 3-4 jours, et donc on a intérêt à se lancer sur du dépistage très coûteux pour repérer des primo-infections. C'est efficace et c'est coût-efficace. Mais là, on est bien sur une priorisation entre deux types de dépistage et non pas savoir si on dépiste ou non. Dans un certain nombre de cas, c'est des outils qui servent au conseil, à l'accompagnement, pour le soignant, pour proposer quelque chose. C'était l'exemple de OOPS qu'on voyait hier, où on va essayer de savoir finalement c'est quelle pathologie qu'il faut dépister en termes d'IST. Ça peut être une manière pour un père éducateur ou pour un soignant de revenir du coup sur ce que la personne a déclaré pour faire un conseil qui est personnalisé. Et ça peut être du coup aussi un outil pour, en plus du dépistage, aller orienter vers un besoin de PrEP ou non. L'auto-évaluation en ligne, qui existe dans plusieurs contextes, et ça s'est notamment fait aussi dans le cas de la Covid, où les personnes remplissent un petit questionnaire, et ben ça permet d'avoir des messages qui sont personnalisés aux personnes, et de ne pas avoir un seul message unique pour tout le monde. Donc ces outils-là, ils ont un intérêt qui est évident. Et puis quand le dépistage n'est pas en routine, c'est le cas par exemple du dépistage de rattrapage des enfants, pour essayer d'identifier les enfants qu'on n'a pas testés à la naissance et qu'il faut rattraper entre 5 et 15 ans, eh bien, d'une part, l'implémentation de ce type d'outils avec des médecins pédiatriques, ça permet de remettre le focus sur le dépistage. Et donc, du coup, les soignants deviennent conscients qu'il y a quelque chose et ça a permis, du coup, de augmenter l'accès au dépistage. Et puis surtout, on ne va pas dépister tous les enfants de manière massive à chaque consultation. Donc là l'outil il a un vrai intérêt parce qu'en fait, il va surtout faire rentrer dans le dépistage les personnes qui auraient échappé au dépistage. Et donc, dans certains contextes, c'est des outils qui sont coût-efficaces, voire même cost savings, c'est-à-dire qu'ils vont permettre des économies importantes. Par contre, il y a des risques et des limites. Il y a un risque élevé d'occasion manquée. Le risque d'occasion manquée, c'est là où on aurait dû faire du dépistage en routine. Dans des maternités, dans des pays comme l'Afrique du Sud ou le Kenya, où on est sur des taux de prévalence particulièrement élevés, le fait de ne pas dépister tous les enfants et de mettre en place certains outils, il y a eu des retours d'expérience, c'est 20% de bébés VIH+, qui n'ont pas été dépistés, 40% rapportés dans une étude au Kenya. Donc là, dans les contextes où on devrait dépister tout le monde, on va avoir des occasions manquées et ce type d'outil peut être délétère. Dans certaines études, on n'a même pas réussi à augmenter le taux de positivité. Donc du coup, il faut vraiment en fait penser dans quel contexte on implémente cet outil-là et ce qu'il va apporter. Si l'objectif est juste d'améliorer la positivité, on risque de passer à côté d'un certain nombre de gens et l'augmentation du rendement peut aller en contrainte avec l'atteinte du premier 95. Dans certains outils, les questions utilisées se sont retrouvées stigmatisantes. Il y a des exemples d'outils qui ont été faits dans des prisons et du coup, les questions sur l'injection étaient problématiques et du coup, on a eu une sous-déclaration de l'injection parce que l'outil a été perçu de manière stigmatisante. Et puis enfin, il y a un enjeu pour le coup scientifique et technique, c'est certains de ces outils-là ne fonctionnent finalement que sur un périmètre très restreint. Donc il faudrait les valider ou les revalider à intervalles réguliers. Donc c'est du temps, de l'argent, c'est coûteux. On ne peut pas les refaire. Donc il faut voir en fait le bénéfice à mettre en place ces outils-là lorsqu'il s'agit vraiment de cibler qui a accès à un dépistage. Alors que quand on est en support, on voit les bénéfices qui sont réels. Et puis ça pose la question plus globale de est-ce qu'il faut repenser la performance.
Et pour moi, un problème majeur, c'est de penser que la performance du dépistage, ça ne se mesure qu'au taux de positivité et que le seul objectif du dépistage, c'est d'identifier des cas nouveaux. Un meilleur taux de positivité, on l'a vu, ça ne veut pas dire une meilleure couverture et une meilleure atteinte du premier 95. Si on passe alors, si on dépiste que des gens qui se savent séropositifs, mais qu'à côté de ça, il y a plein de gens séropositifs qu'on ne dépiste pas, on a loupé la cible. Et puis, parfois, on oublie le coût en temps humain. Et je pense notamment aux agents communautaires. Quand vous êtes sur le terrain et qu'il faut s'assurer si la personne en face de vous est bien une travailleuse du sexe alors qu'elle ne le dit pas, mais tu couches bien avec des hommes, tu es bien homosexuel masculin, ou s'assurer que c'est un client. Alors, parfois, on le sait, je sais que tu gères, voilà, mais s'il faut s'assurer en permanence que les gens sont bien dans la cible, en fait, on passe un temps fou. Ce temps-là, des pères éducateurs, il n'est pas valorisé économiquement, ils ne sont pas payés pour passer une demi-heure de plus à essayer de savoir s'ils sont dans la cible. Et dans ces cas-là, si on reconnaissait à leur juste valeur le temps humain nécessaire à faire ces activités-là, on se rendrait compte que ce dépistage est bien plus coûteux que de passer 3 minutes à faire la promotion du dépistage et à remettre un autotest. Le dépistage constitue également une excellente opportunité de référer vers les soins des personnes qui se savent séropositives, mais qui ne sont pas ou qui ne sont plus en soins. On a énormément de personnes qui savent déjà qu'elles sont séropositives, mais qui ne sont plus dans les soins, et le dépistage est une excellente porte d'entrée pour référer et réaccompagner vers les soins ces personnes-là. Ce n'est pas des nouveaux cas, mais c'est toujours un objectif louable, et ce qui compte, c'est de faire en sorte qu'on améliore le troisième 90 in fine. Et puis le dépistage, c'est aussi l'occasion d'orienter les personnes qui en ont besoin vers des services de prévention. Et donc ça veut dire que dépister ces personnes séronégatives, c'est aussi utile. Donc c'est peut-être de repenser à quoi sert le dépistage et quelle devrait être la mesure de la performance du dépistage. Alors, peut-on cibler autrement? Là, je veux rapidement revenir sur ce document qui est sorti en toute discrétion en 2001. C'est Test à connexion universelle. C'est un document qui sort d'un comité consultatif scientifique d'ONU-SIDA et qui faisait suite en fait aux 4 grands essais Universal Testing and Treatment, qui sont TASP, POPART, SEARCH, ABCPP en Afrique australe. Il se trouve que j'ai travaillé sur TASP, donc c'est une question qui me tient à cœur. Mais ces essais-là, pour rappel, avaient mis en place un dépistage massif, universel dans des populations à haute incidence, accompagné d'une mise sous traitement universelle, pour voir si on pouvait infléchir l'incidence et les nouvelles infections. Alors, c'est des essais qui avaient été pensés à une époque où on traitait les gens en dessous de 200 CD4, et ce sont des essais qui se sont terminés à une époque où on traitait tout le monde, quel que soit le nombre de CD4, ce qui est très bien, mais la question de savoir s'il faut traiter tout le monde, quel que soit son statut clinique ou immunologique, c'est une question qui est finie. On le sait, il faut le faire et c'est pertinent. La question, c'est faut-il dépister tout le monde? Ce qu'ont montré ces essais-là, c'est que là où il y a eu du dépistage universel de masse, on a eu un changement rapide sur l'incidence du VIH et une baisse des nouvelles infections. Alors bien sûr, on se doute bien qu'on ne va pas faire du dépistage porte à porte partout en Afrique, c'est pas possible, c'est pas rentable, mais néanmoins, on peut essayer de penser à c'est quoi du dépistage universel. Si on repense aussi un peu sur l'Afrique de l'Ouest, les travaux sur le Conseil dépistage et initiative des prestataires, alors je pense notamment au projet DOTSI qui avait été présenté il y a quelques années à cette Afravi, à des résultats du projet Atlas sur l'autodépistage, ce qu'on voit, c'est que dans les structures de santé, la proposition de dépistage, c'est pas toujours si évident. Quand le dépistage il est routinisé, alors, les femmes enceintes, première visite CPN, c'est proposé un peu systématiquement. Consultation tuberculose, c'est dans l'algorithme, on le fait de manière un peu systématique. Clinique communautaire, c'est dans l'algorithme. Les cliniques qui font quasiment que des IST, ça marche bien. Par contre, lorsqu'on est sur des consultations qui font pas que du dépistage, alors là, il faut savoir à qui je propose, à qui je propose pas, et que l'algorithme n'est pas clair et que c'est pas tout le monde, c'est là où la proposition elle a du mal à se faire. Et en fait, le dépistage en consultation de santé, il marche bien quand il est universel et que les soignants n'ont pas à se poser la question de savoir qui je dépiste. Et c'est toujours pareil, c'est la question d'identifier les cibles. Et puis, même si on pense maintenant en dehors des structures de santé, sur des activités en outreach, quand on regarde aujourd'hui les programmes de financement du PEPFAR, du Fonds mondial, parfois les programmes ils sont avec un nombre de HSH, un nombre de TS par district sanitaire extrêmement précis. On ne sait pas toujours comment les cibles peuvent être calculées aussi précisément, alors que nous, chercheurs, quand on veut estimer la prévalence ou l'incidence dans un district sanitaire, on a des marges d'erreur de malades. Et qu'on ne sait toujours pas le nombre exact d'homosexuels ou de travailleurs du sexe dans un pays, sachant qu'il n'y a pas de définition univoque de ces populations. Et discuter avec des acteurs de terrain qui vont vous dire « mais moi je dois trouver 400 TS dans cette ville, j'en trouve que 200 ». Donc ça peut poser problème. Puis surtout, on passe du temps à trouver ces cibles
parce qu'on les a définis par rapport à des personnes ou des pratiques qu'elles vont avoir, et souvent par rapport à des entités qui sont stigmatisantes. On pourrait penser à faire du ciblage géographique, sur des régions, sur des types de lieux. On sait bien qu'il y a certains maquis de pêcheurs où il se passe beaucoup de travail du sexe. Donc on pourrait penser plutôt à faire du time location, c'est-à-dire identifier les lieux et les endroits où on intervient. Mais sur ces lieux-là, on fait de l'universel. On n'essaye pas de savoir si la serveuse, elle est aussi TS. On ne cherche pas à savoir si la personne qui est là pour boire une bière est aussi un client. Et si jamais on fait les choses de manière adéquate, et si jamais en plus on les pense aussi pour bien les documenter, on peut créer une connaissance micro-locale des épidémies que l'on n'a pas aujourd'hui et adapter, réajuster nos cibles géographiques au fur et à mesure et passer du temps sur le terrain, non pas à savoir à qui on dépiste, mais à savoir où on dépiste. Pour conclure, les outils d'évaluation des risques, ça peut vraiment constituer une aide et un support d'accompagnement et d'individualisation du conseil. Et en cela, ils sont utiles, pertinents. Ça peut être un intérêt pour orienter entre plusieurs stratégies de dépistage. Lorsqu'on a plusieurs options de dépistage, dont certaines très coûteuses, mais qui correspondent à des situations un peu particulières. Mais dans ces cas de figure, le dépistage est toujours proposé. C'est le type de dépistage qui va varier. On a un intérêt en rattrapage dans des contextes de faible prévalence ou des contextes où le dépistage n'est vraiment pas du tout en routine, parce que ça permet de faire un refocus sur le dépistage et de faire ce rattrapage. Par contre, c'est souvent contre-productif, voire délétère, quand cela conditionne l'accès au dépistage, notamment dans les contextes de prévalence élevée, auprès de populations clés. Et de manière plus générale, je pense qu'il faut rappeler que le dépistage du VIH, c'est aussi un droit, et tout le monde a le droit d'y avoir accès, et cet universalisme doit être rappelé. Il importe donc de considérer tous les bénéfices du dépistage et de ne pas se limiter à un indicateur basique de rendement, certes, qui doit être pris en compte quand on évalue les programmes et leurs coûts, mais il faut repenser à quoi sert le dépistage. Je vous remercie.